Je vous retrouve dans cette série d'émissions consacrée, je dirais pratiquement à un phénomène de société. Claude François a-t-il mieux réussi sa mort que sa vie? C'est à croire quand on sait que l'éducation nationale, je parle du gouvernement, a voulu enseigner aux enfants que Claude François était mort dans son bain en touchant finalement une applique dont on sait dans la vraie histoire qu'elle a été embarquée dans un carton et que personne ne la retrouvait. Et beaucoup plus grave, dans cette vraie histoire assez tragique sur sa mort, il restera une énigme. Comment la famille François a-t-elle osé réclamer cette applique qui avait tué soi-disant Claude François pour la remonter sur le mur de l'hôtel particulier? Comment peut-on remonter sur un mur une applique qui a tué quelqu'un alors qu'un tribunal avait dit dans son rapport qu'elle ne devrait jamais être remontée sur un mur? Et voilà que la police retrouve cette applique, eux qui avaient prétendu qu'elle avait disparu depuis des mois, retrouvent le carton, se déplacent, et oui, c'est pas rien, se déplacent à l'hôtel particulier de Claude François, et avec la famille de Claude François, ça peut être sa sœur ou Éric, ou tout simplement quelqu'un d'autre, Alain-Dominique Perrin, ou encore des personnes qui répandaient pour Claude après sa mort, eh bien, autour d'un apéritif, puisque c'est ce qui s'est passé exactement, ils ont remonté cette applique qui a tué Claude François. Eh bien, dans les écoles, c'est surtout ça qu'il faudrait dire, c'est surtout ça qu'il faut raconter, que contre l'avis d'un tribunal, un ordre d'un tribunal et des juges, ils ont remonté cette applique criminelle sur un mur. C'est ça qu'on a envie d'entendre, c'est la vérité. Parce que pendant 50 ans, justement, la vérité, on ne peut pas dire qu'on l'a entendue partout. Bienvenue dans cette émission exceptionnelle dédicacée à la capitaine Borg. Bonjour Dany, que moi c'est vrai, je t'appelle Sylvia Borg et c'est mon choix. Et puis bonjour à tous les autres Claudettes, je n'oublie personne, rassurez-vous. Cette émission est dédicacée à l'équipe de YouTube qui gère la France et les États-Unis et j'ai constaté une augmentation de l'audience et je dois beaucoup à l'équipe de YouTube qui nous a popularisé puisqu'on n'a pas de sponsor, pas d'aide, pas de soutien et donc on n'achète pas notre succès. Notre succès, pour le moment, c'est YouTube qui le fait et c'est vrai que j'aurais peur de faire autrement, peur qu'on me suspende mon compte si je faisais une connerie. Donc je ne fais pas appel à des entreprises professionnelles qui gèrent la plupart des artistes sur YouTube ou ailleurs. Je reste honnête et je fais confiance à l'équipe de YouTube pour nous populariser. Je voudrais dire bonjour aussi à Charles Damiano, qui est un grand ami américain. Il a une chaîne sur YouTube sur Bruce Lee. Si vous avez le temps, si vous avez un petit peu de temps, allez voir les contenus Bruce Lee, c'est super. Un bonjour à Upiko, grande artiste japonaise, à Junichi, à Kazusaki Taguchi. Kazusaki Taguchi est une immense artiste au Japon qui est très forte en direct et qui chante très bien et qui est l'amie de notre chaîne. J'embrasse également Sophie Marceau, je t'aime très fort et je m'inquiète toujours pour ta santé et ton avenir. J'embrasse Alessandra Martinez, la caverne de la Rose d'Or, et oui, je pense souvent à toi, je t'aime fort et bonne santé. J'embrasse les filles de Gérard Philippe qui vivent pas très loin de chez moi, donc Anne-Marie Philippe et évidemment Juliette et les enfants donc de Gérard Philippe qui sont chers à mon cœur, hein, bien entendu. Et là j'embrasse évidemment les deux fils de Claude François, Jean-Marc, et oui, et mon coco. Vous avez compris, c'est Claude François Junior. Un immense bisou d'amour maintenant que les présentations ont été faites. C'est le moment de commencer cette émission, une émission qui fait partie d'une série d'émissions en de nombreux épisodes. Ces émissions sont pratiquement en direct, puisqu'au moment où vous me regardez, j'ai enregistré l'émission quelques minutes, parfois quelques heures avant sa diffusion. Nous sommes le 27 juillet 2026 et donc je peux vous assurer être pratiquement en direct à
quelques minutes près, entre le moment où je enregistre et le moment où c'est déposé sur le très beau site social YouTube. La mort de Claude François. Aujourd'hui, c'est une émission vraiment qui est extraordinaire. Je l'annonce comme une émission extraordinaire. Je l'annonce comme telle parce qu'aujourd'hui, je sors de mes archives une photo inédite de janvier 1978 où je vais vous commenter une partie de la salle de bain de Claude François photographiée 2 mois et demi avant sa mort. On peut dire 3 mois, puisque le 11 mars, c'est vrai, entre janvier et le 11 mars, mais c'était milieu janvier. Janvier 1978, Claude, qui était sur Paris, prend la décision de photographier sa salle de bain, et on ne sait pas pourquoi il a fait une photographie d'une partie de son lavabo, une partie de sa baignoire, sa robinetterie en or, et il a fait une photographie de sa baignoire, peut-être désirait-il sur sa baignoire ajouter une extension qui serait une extension de béton pour agrandir une partie de sa baignoire et déposer un peu plus de produits d'entretien. Il semble qu'il ait photographié une partie où il voulait effectuer certains travaux pour ses produits d'entretien, puisqu'il les déposait, et que Claude avait souvent un problème, ses produits tombaient dans le bain. Excédé que ces produits tombent dans le bain puisque ces produits étaient derrière lui, et parfois les bouteilles de shampoing collaient sur sa peau quand il se prélassait et soudain tombaient dans le bain. Il semble qu'il ait voulu préparer sa salle de bain à quelques changements et agrandir le rebord de sa salle de bain pour placer beaucoup plus de choses. Mais ce qui nous intéresse, c'est la photo qu'il a prise en janvier 1978, qui est très révélatrice, parce qu'on voit sur cette photo le miroir, on voit une partie du miroir au-dessus de son lavabo, et on constate en regardant ce miroir qu'il y a quelque chose qui ne se reflète pas dedans. Et qui aurait dû, en toute logique, puisque la salle de bain était bien éclairée par les lumières au-dessus du miroir, eh bien en toute logique, ce miroir aurait dû immédiatement faire apparaître quelque chose en face, et ce quelque chose n'y est pas. Est-ce la preuve qu'il n'y a jamais eu d'applique en face le lavabo de Claude François? Parce que c'est en face, et vous avez vu les précédentes émissions, qu'est apparu dans la photo de police donc un scellé de cette entrée d'applique et de ces fils électriques. Et pourtant, en janvier 1978, on ne peut pas dire qu'elle existe, puisqu'elle n'est pas photographiée dans le miroir. Alors là, vous allez passer un bon moment dans cette émission, quand le miroir ne révèle pas l'existence d'une applique. Et oui, une applique murale de salle de bain, en face du miroir, il n'y a rien du tout. Et il aurait dû, avec cette lumière, la photographier d'une façon convenable. Et on découvre aussi dans ce miroir que cette lumière, si elle existait, elle aurait dû être allumée. Mais visiblement, c'est les lumières au-dessus du lavabo qui éclairent toute la salle de bain en janvier 1978, et pas du tout une applique. Pas du tout une applique qui éclairerait, une applique avec une lampe de 45 watts qui éclairerait cette salle de bain. On voit qu'elle n'a jamais existé, même pas sur la photo de janvier 1978. Dans cette émission, on fait le point sur cette photographie inédite, puis on fera le point aussi sur les câbles électriques. Et donc, on commence cette émission qui, j'espère, va vous faire plaisir. Cette émission est réservée à tous ceux qui aiment Claude, ses amis, la chaîne Nati Clo-Clo, les Claudettes, Prisca, que moi j'appelle de son vrai nom Nadine Ligneron, évidemment la sœur de Claude François, n'oublions pas sa sœur, et Marie-Thérèse et Kathleen, oui, parce que Kathleen, on ne la critique pas dans cette émission. J'ai jamais dit elle a tué Claude François. J'ai dit qu'elle est une potiche qui a raconté l'histoire d'une électrocution
qui est surtout arrivé à son frère. C'est le frère de Kathleen qui, des mois avant Claude François, s'électrocute dans son bain. Elle nous raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, pas de Claude lui-même. Je suis dans cette émission enregistrée dans la pleine ombre. Il fait nuit chez moi, c'est une émission enregistrée le soir, la nuit. Et puis comme tout est barricadé chez moi pour éviter, et oui, les grosses chaleurs d'été, parce qu'ici on étouffe de ces chaleurs d'été, je suis célibataire et je vis seul chez moi, pas de petit ami, pas de fiancé et pas de femme. Mais c'était le cas de Claude François. 3 jours avant sa mort, il révèle qu'il est célibataire. Il est bien seul, Claude. C'est fini. Kathleen lui réserve une photo de temps en temps. Jacques Harvey n'en croit pas ses oreilles. Comment ça, Claude, tu es seul? Pourquoi dans la presse tu nous dis le contraire? Mais Claude s'explique. Dans la presse, c'est du people. Il passe du temps avec Miss France, d'autres personnes, et apparaît pratiquement plus du tout avec Kathleen. En Noël 1978, le Noël 1978, c'est-à-dire, quand je dis 1978, c'est pas le Noël de Leslin, qui lui a été diffusé en 1979. Donc on va récapituler pour que ce soit plus clair, le Noël, on va dire, de 1977, ça sera plus clair. Claude apparaît dans une émission des rendez-vous du dimanche, comme ça c'est plus clair. Dans cette émission Les rendez-vous du dimanche, spécial Noël, on peut voir mon coco, on peut voir Jean-Marc, mais où est Kathleen? Où est Kathleen? Elle est où, Kathleen? En pleine fête de Noël, elle n'apparaît nulle part. Pourquoi elle n'est pas dans cette émission? Et pourquoi toutes les dernières émissions de Claude François en télévision, elle n'est pas apparue pratiquement pendant 7 mois. 7 longs mois où elle n'est pas du tout apparue dans aucune émission de télé. Comme il disait à Jacques Harvey, elle me consacre une photo de temps en temps. C'est si vrai, c'est une vérité. De la bouche de Claude François, dans le livre de Jacques Harvey, on ne peut pas douter d'un tel témoignage. Et surtout, ce témoignage se regroupe avec la réalité. Kathleen est absente de l'émission de Noël. Quand même, une émission à Noël, on présente sa petite amie. Et absente de toutes les autres émissions, même de Leslin. Elle s'explique, elle avait un contrat de travail, ne pouvait pas se déplacer en Suisse. Mais son patron, c'est qui ? Ce contrat de travail, c'est qui? C'est Claude François, c'est lui le patron. C'est lui qui gère l'agence Girl Model. Et il peut décider à tout moment d'accorder des vacances spéciales pour le suivre en Suisse. Que de boniments sur la mort de Claude François. Des journalistes pendant 50 ans diront en masse et en boucle tel un narratif stupide. Claude François était si empressé de rejoindre sa fiancée Kathleen dans son appartement. Il était tellement empressé qu'il a demandé à Sylvie Mathurin en Suisse d'aller réserver des chambres pour ne pas rentrer à Paris. Il ne voulait pas refaire le voyage jusqu'à Paris, il voulait rester encore plusieurs jours à Leslin. Surtout qu'une partie du séjour était payée par la production PBC, qui est une firme de la BBC. Non, il ne se presse pas pour rentrer. Pire, quand il rentre sur Paris, il constate un cambriolage dans son appartement, une lumière, il pense, c'est vrai qu'il est cambriolé, mais pourquoi il pense ça ? Parce que dans une note de service, quelques jours avant, il fait référence à avoir été cambriolé dans son appartement. Des personnes se sont introduites sans casser la serrure avec un double de mes clés et puis sont entrées dans l'appartement et ont volé mes slips, mes caleçons. Ah oui, ils ont volé, justement c'est très étrange, plutôt des sous-vêtements, des choses intimes. Quelque part, des gens préparaient-ils un procès contre Claude François et avaient-ils volé des sous-vêtements, des slips pour l'impliquer dans un procès et dire, vous voyez, il nous a violés et on a un slip comme preuve, puisqu'on est parti avec son slip alors que ce slip avait été volé dans son appartement. Claude François était-il prêt en 1978
à se mettre dans une situation de procédure où des filles commenceraient à l'accuser, comme certains le font dans des artistes de viol. Y avait-il quelque chose qui se préparait pour le détruire? 3-4 filles, il m'a violé. Eh bien, c'est à croire, parce que ses sous-vêtements, ses slips, tous ces choses très intimes disparaissent et il en fait part. C'est pas normal, dit-il, que des choses qui m'appartiennent, des sous-vêtements, tout ça, ont disparu de mon appartement. Quelqu'un entre avec mes clés, sans me prévenir et me vole, y compris des objets personnels. Il est clair que s'il avait vécu beaucoup plus dans cet appartement, il n'était pas sorti de l'auberge parce que des ennuis il en avait. Quand il arrive la nuit de sa mort, eh oui, il y a un problème, il croit donc à un cambriolage et se prépare à redescendre les escaliers pour avertir la police. Quand soudain, un doute. Courageusement, il ouvre la porte. Kathleen était avec ses clés, les clés de l'appartement de Claude. Elle s'explique, bon, elle avait oublié de lui dire qu'elle avait un double des clés, il ne le savait pas. Et pire, ce double, elle doit lui rendre. Oui, Kathleen, ok, mes clés, et puis ce double, merci de me le donner. Je t'ai pas informé que tu avais fait le double des clés de mon appartement. Tu m'as pas prévenu de ça. Non, Claude, j'avais oublié de te dire que j'avais fait un double. Et je m'excuse d'être dans l'appartement. J'aurais dû te prévenir. Oui, parce que je croyais à un cambriolage. Avec tout ce qui m'arrive, tu n'aurais pas dû être dans cet appartement. Tu aurais dû me prévenir. Oui, Claude aurait pu agir avec violence. Il aurait pu, si la lumière était fermée, frapper avec un objet en bois la personne et découvrir une femme inanimée sur le sol qui serait Kathleen. Ainsi, c'était peu intelligent de lui cacher cette vérité et peu intelligent de lui dire ensuite « j'avais fait un double de tes clés sans te prévenir ». Alors là, c'est quand même pas très intelligent de faire un double des clés de l'appartement de quelqu'un sans le prévenir. Mais il est possible que cette nuit-là, Claude s'est réconcilié avec Kathleen. Peut-être a-t-elle présenté les choses avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, et lui a dit « Bon Claude, j'aimerais pas qu'on se quitte ». Parce que c'est vrai que il avait quitté Kathleen. C'est ce qu'il a dit à Jacques Harvey, c'était fini. Donc il lui demande les clés, rends-moi les clés, ça peut être que de plus en plus fini. Peut-être que Kathleen a tenté cette nuit-là de raisonner, Claude François. Non, nous séparer, c'est pas une bonne idée. Tu veux réussir aux États-Unis, tu veux être célèbre là-bas. Tu ne le seras jamais si tu n'es pas marié avec une Américaine. Tu as besoin d'un mariage, qu'il soit réel ou en blanc. En blanc est une expression française pour dire « nous effectuons un faux mariage pour t'obtenir des papiers américains, pour que tu puisses travailler sans avoir à payer quoi que ce soit de supplément, sans avoir une limitation du permis de séjour. » Par ce mariage, Kathleen obtient après un droit d'être citoyenne française et Claude obtient la double citoyenneté américaine et française s'il est marié avec une américaine. Il est donc possible que cette nuit-là, dans cette chambre, un peu dans la discrétion, Kathleen ait posé ses affaires et son sac et puis qu'elle a tenté de raisonner, Claude François. Réfléchis, si tu me quittes, si on se sépare, tu peux pas réussir aux États-Unis si tu n'as pas une femme. Ta vie un peu de dépravé, il avait une vie assez spéciale, a fréquenté plein de filles, ça va pas plaire aux Américains. Les Américains aiment les hommes mariés. Et puis si tu veux vivre aux États-Unis, travailler là-bas, tu as besoin d'une femme américaine. Tu auras besoin de papiers américains et pas d'un permis de séjour temporaire. Pas d'autre choix que de te marier. Oui, forcément, Kathleen a dû lui dire tout ça. Et il est clair que si elle n'était pas encore totalement partie de sa vie, et qu'elle se trouve cette nuit-là dans cet appartement, c'est parce qu'elle désire le rencontrer. Ce n'est pas par hasard qu'elle était là, puisqu'elle dira, dans une interview, je savais qu'il revenait cette nuit-là, de Suisse. Et donc, je l'attendais. Oui, elle l'attendait, elle voulait une mise au point, elle voulait régler avec lui certains problèmes, et donc quelque part c'est un bon point pour elle, elle n'est pas entrée dans cet appartement sans totalement cacher cette vérité, puisqu'elle attendait, Claude François,
pour une mise au point, pour voir avec lui certaines choses et le faire réfléchir dans sa décision qu'il avait prise de la quitter définitivement, parce que cette décision, il l'a prise quand il a une relation amoureuse avec Miss France. À ce moment-là, il n'est déjà plus avec Kathleen puisqu'il passe la nuit dans un hôtel avec Miss France. Puis, il avait commencé une nouvelle relation avec Madeleine Kane, où personne ne parle d'elle. C'est un peu comme la dernière fiancée de Michel Berger, où personne ne voulait en parler, même pas France Gall. C'était le même problème dans le clan. Le camp François, il y a un nouveau mannequin, Madeleine Kane, elle est engagée, c'est pour bientôt, elle va travailler pour Claude. Et puis Claude prépare déjà les années 80 en affichant son nouvel amour, Madeleine Kane. Le problème est qu'on ne sait pas, comme c'est un contrat de travail supplémentaire, si Madeleine Kane, c'est pas encore du pipeau. Du pipeau, c'est une expression française d'un mot déformé people, en anglais, qui veut dire une presse sensationnelle autour de choses qui n'ont jamais existé. Cette nuit-là, Claude est assis sur son lit. Une discussion, forcément, a dû avoir lieu entre Kathleen et Claude, c'est presque obligatoire. Puisqu'elles se retrouvent le jour de sa mort, c'est-à-dire plusieurs heures plus tard, toujours dans cet appartement. Donc il y a eu une conversation assez longue. On le sait aussi à un petit détail. On sait que Claude s'est endormi vers 5 heures du matin, c'est-à-dire 2 heures après son arrivée dans l'appartement, où Sylvie Mathurin donne une heure précise. Elle est assise sur ses valises, elle ne les a pas déballées, il est 3 heures du matin. 3 heures du matin à 5 heures, ça fait 2 heures. Il a donc dû faire quelque chose, soyons quand même un peu lucides, pendant 2 heures. Pendant 2 heures, en pleine nuit, que peut-on faire? Prendre un bain. Claude prenait toujours un bain avant de s'endormir parce qu'il aimait la propreté et il n'aimait pas dormir les pieds sales. Donc, un petit secret sur l'hygiène de Claude François, quand il arrive de Suisse, il va prendre un bain cette nuit-là. Pour se laver les pieds, il aimait avoir les pieds propres quand il entrait dans ses draps de son lit, les draps de son lit. Donc, il va partir dans cette salle de bain. C'est peut-être à ce moment-là qu'a eu lieu l'assez longue conversation de mariage que Kathleen citera des heures plus tard. C'est peut-être à ce moment-là, en pleine nuit, que Kathleen entre dans la salle de bain, Claude se prélaxe dans le bain, se nettoie bien les pieds parce que ça, il aime ça, et puis une fois qu'il est bien propre, seulement il a le droit de dormir. C'est ça l'hygiène de Claude François. Il n'aime pas salir ses draps. Il n'aime pas dormir en étant en sueur, en transpirant, en collant de partout, il déteste ça. Il a eu des réveils souvent où c'est arrivé les premiers temps de sa vie et il en a assez. Il a le luxe d'une salle de bain plutôt belle, avec robinetterie en or. On se fait plaisir. C'est cette nuit-là que Claude, avant d'aller s'endormir, prend ou une douche ou un bain. Le problème est que ce bain semble avoir duré un certain moment. On peut parler d'un bain au moins d'1 heure. On peut penser, sans faire d'hypothèse, que Kathleen, avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amour pour lui, a présenté tout d'abord ses excuses. « Claude, tu vas pas m'en vouloir. Oui, bon, j'ai fait un double de tes clés, mais bon, tu dois pas m'en vouloir pour si peu, c'est pas si grave. Et si des objets sont volés dans ton appartement, Kathleen, c'est justifié, c'est pas moi. » Forcément, on a quand même du mal à imaginer que Kathleen aurait volé des sous-vêtements appartenant à Claude François. Ça n'a aucun sens, parce que ces sous-vêtements, elle pouvait les obtenir même en lui demandant. Peut-être même il lui aurait offert des sous-vêtements en souvenir. Non, c'est pas elle qui volait ces sous-vêtements, c'est quelqu'un d'autre qui les volait et qui préparait quelque chose. Quelque chose se préparait qui n'a jamais eu lieu, et c'est pour ça que des objets et des vêtements ont été volés. Ces objets contenant ces empreintes digitales. Quelqu'un préparait un truc contre lui assez énorme. Des gens voulaient éliminer Claude François, ou physiquement avec des armes à feu, ou tout simplement médiatiquement l'accuser sans doute de viol par un groupe de fans qui auraient pu se mettre d'accord entre elles.
il nous a violés, Claude. Et on a la preuve, on est parti avec son slip, on lui a arraché, ou alors on l'a récupéré sur le lit, et c'est la preuve. Qu'on était dans son appartement, c'est son slip et ses empreintes sur les objets. Oui, il préparait quelque chose, des gens préparaient quelque chose, ou tout simplement, pourquoi pas, un vol fait par quelques fans amoureuses de lui, qui voulaient quelques souvenirs, pourquoi pas s'endormir avec sa lingerie intime. Dans ce cas-là, on peut penser que ces fans étaient un peu détraqués sexuels, plus que lui pourrait l'être, puisque lui a une sacrée réputation dans ce sens, et que voler de la lingerie féminine, c'est peut-être quand même être plus gourmand que lui en matière de sexe. On se fera l'hypothèse qu'on veut dans cette histoire, mais il est clair que Kathleen reste 2 heures dans cet appartement, entre 3 heures et 5 heures du matin, et que pendant 2 heures, il y a eu une mise au point. On connaît un peu la mise au point, on peut déjà en parler, puisque par Jacques Harvey, son témoignage, on sait de quoi il aurait parlé, Claude. Comment tu es dans mon appartement en pleine nuit, avec un double des clés sans me prévenir? J'ai cru à un cambriolage. J'allais descendre l'immeuble, appeler la police, sois un peu raisonnable. Tu me parles, tu me préviens, tu m'avertis. Ça te coûtait rien de me téléphoner en Suisse et de me dire « Claude, j'ai un double de tes clés, ne t'inquiète pas. » Pourquoi m'avoir caché pendant 6 mois, puisqu'on se voit pratiquement plus, et que tu m'offres une photo de temps en temps? Pourquoi tu m'as caché pendant 6 mois l'existence de ce double des clés? Et oui, et là, ça a dû parler pas mal. Mais le fait qu'ils aient parlé aussi longtemps, puisqu'on peut penser que c'est au moins 2 heures avant qu'il s'endorme, c'est plutôt positif tout ça. Cela veut dire qu'elle a tenté de le convaincre. Tenter de le convaincre de réfléchir à sa décision. Et pourquoi pas, oui, l'histoire pourrait être vraie, l'histoire de mariage dans la salle de bain. J'ai pas dit que l'histoire était fausse, j'ai dit qu'elle est fausse par rapport à la chronologie des personnages ou cette longue conversation de mariage n'entre pas dans la chronologie réelle. Si cette longue conversation a eu lieu et que Kathleen est sincère, on peut parler d'une conversation entre 3 heures du matin et 5 heures. Il n'y a que là qu'on peut la placer dans le temps chronologique, événementiel et des personnages. Il n'y a que là, dans une longue conversation où personne ne les dérange aussi. Et aussi parce qu'à ce moment-là, Claude prend un bain avant de dormir comme il fait à chaque fois. Le problème dans sa mort, c'est qu'il se réveille, il est propre. Il était propre, d'ailleurs, que dit-il? À Marie-Thérèse, suivez les autres émissions, il explique « je vais prendre une douche ». C'est Marie-Thérèse dans la collection officielle qui dit qu'il a dit le mot « douche » et pas le mot « bain ». Puis Marie-Thérèse explique qu'elle est partie sur la terrasse, dépose le plateau donc sur la terrasse, sur la table, puis presque immédiatement, elle entend un cri de Kathleen, elle redescend, Claude est déjà dans les vapes, dans les pommes, il bouge pratiquement plus, pris de convulsions dans la réalité, il était pris d'exorbitation de ses yeux et de convulsions, et Kathleen traîne le corps. Une exorbitation des yeux et la convulsion peut venir simplement de l'abus d'un médicament ou de la prise de 2-3 fois le même médicament. Un décontractant, un déstressant, peut-être que Claude avait un peu d'anxiété ce jour-là, et pour éliminer cette anxiété, il a pris un décontractant, puis 2, puis 3, puis ça partait pas, et puis voilà, c'est l'overdose accidentelle. Quoi qu'il en soit, restons sur la version officielle. Marie-Thérèse explique qu'elle a vu Kathleen traîner le corps. Mais ce qui nous intéresse dans Marie-Thérèse, c'est son témoignage. Claude lui donne un plateau, lui explique qu'il va prendre une douche et pas un bain. Elle s'éloigne de Claude, monte un étage sur la terrasse. Pour monter cet étage, elle passe par le couloir de la terrasse qui dépend de son appartement, monte un étage, elle dépose le plateau presque immédiatement. Claude est déjà dans les pommes. Donc il ne peut pas y avoir eu de longues conversations de mariage. Elle n'entre pas dans la chronologie du personnage Marie-Thérèse. C'est pour ça alors que j'ai commencé cette émission vous parlant que cette conversation a dû avoir lieu entre 3 heures et 5 heures du matin, sinon elle n'existe pas cette conversation. Et s'il n'y a pas de longue conversation de mariage, c'est déjà suffisant pour dire qu'elle a menti à la police.
et qu'un gros mensonge comme ça, on devait se marier, et finalement ça rentre pas avec le témoignage de Thérèse, alors si elle a menti là-dessus, elle peut avoir menti sur tout, et surtout, si cette conversation n'a jamais eu lieu, alors il l'a quittée cette nuit-là. Et c'était fini, et il n'a pas voulu revenir sur sa décision. Alors on a un mobile de meurtre. Elle peut, par une espèce de coup de folie, avoir assassiné Claude François. Elle peut l'avoir fait en sabotant son applique, parce qu'elle dira malgré tout dans le film de Samy Pavel, un film documentaire, elle dira une chose qui est un tout petit peu gênant dans le film. Elle dira en pleurant « On ne sera jamais séparés », dit-elle, et elle se met à fondre en larmes. Rien ne nous séparera jamais, on ne sera jamais séparés. Et si c'était ça la mort de Claude François, que cette nuit-là il n'a rien voulu entendre et qu'il a voulu se séparer définitivement d'elle. Non, non, Claude, on ne sera jamais séparés. Rien ne nous séparera jamais, explique-t-elle dans le film de Samy Pavel. Étonnante déclaration que rien ne les séparerait jamais, quand Claude explique à Jacques Harvey qu'elle ne donne plus signe de vie depuis des mois à Kathleen, qu'elle lui réserve une photo de temps en temps. Comment quelqu'un qui réserve une photo de temps en temps parle que rien ne la séparera jamais de Claude François, rien. Et pourtant, des mois, elle a été séparée de lui, au point de ne plus apparaître dans aucune émission de télé, même pas celle de Noël de Michel Drucker. Dans ce film de Samy Pavel, elle pleure. Rien ne nous séparera jamais, on ne sera jamais séparés. Et c'est peut-être ça, la vraie mort de Claude François, le fait qu'il s'est séparé d'elle et n'a pas voulu revenir sur sa décision. Alors, il y a le mobile du meurtre. Elle sabote l'applique et le tue, parce que dans sa tête, rien, absolument rien, ne devrait un jour les séparer, comme elle en témoigne dans le film de Samy Pavel. On a donc alors un mobile de meurtre. Mais ce mobile est irréel, parce que nous n'avons pas de confidence de Claude François lui-même, qu'il s'est séparé d'elle cette nuit-là. Hormis la confidence 3 jours avant, qui est dans le témoignage du livre de Jacques Harvey, qui est quand même suffisant pour dire qu'il n'était plus avec elle. Mais malgré tout, admettre que Kathleen a un mobile de meurtre est pas gentil pour elle. Elle, qui est quand même avant tout une potiche dans un décor qui raconte l'électrocution d'une autre personne. Tout ce qu'elle nous dit, tout ce qu'elle nous raconte, c'est pas l'électrocution de Claude François, c'est l'électrocution qui est survenue à son frère, le frère de Kathleen, des mois avant. C'est lui qui était dans un fauteuil roulant. Et d'ailleurs, très embarrassée, Thérèse l'explique dans le DVD officiel. J'ai appris ce jour-là, elle l'explique, qu'il est arrivé la même chose à Kathleen, mais elle ne donne aucun détail. C'est l'art de manier le verbe de Marie-Thérèse. Il était arrivé la même chose, elle explique ça, quand on écoute le DVD, personne ne comprend. Personne ne peut comprendre ce qu'elle dit. Quand elle dit « il était déjà arrivé la même chose à Kathleen », personne ne comprend ce qu'elle entend par là. Ce qu'elle a caché dans ce DVD, c'est une phrase détournée. Il était arrivé la même chose à Kathleen, je l'ai appris dans cette salle de bain, dit-elle, c'est une phrase détournée. Cela veut dire, il est arrivé la même chose à Kathleen, pas à elle, mais à son frère, électrocuté dans une baignoire. C'est d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing, est resté dans cette série d'émissions, qui va révéler, et rester dans les futures émissions, qu'il a appris, un peu bouche bée, que Kathleen avait un frère qui s'est électrocuté dans une salle de bain, qui a vu un objet en bronze bouger, et Claude, son objet était en cuivre. C'est la même histoire identique, dira Valéry Giscard d'Estaing, et ça lui a fait un choc, dira-t-il. Il pensait alors que l'électrocution de Claude François était entièrement montée, et ce montage venait de Kathleen. Mais il s'était engagé auprès de l'ambassade des États-Unis à la laisser quitter le territoire, quelle que soit la réalité de la mort de Claude François, un simple accident, et pourquoi pas un crime passionnel. Rien ne nous quittera jamais, nous ne serons jamais séparés, pleure-t-elle dans le film de Samy Pavel et cache-t-elle son visage et ses larmes. Mais voilà, dans la vraie histoire, si elle cache son visage,
dans la vraie histoire, ou si elle veut cacher ses larmes, ou si elle baisse la tête en pleurant, dans la vraie histoire, ils étaient séparés. Et cette nuit-là, c'est lui qui lui redemande les clés de son appartement. Et la séparation est bien plus profonde que tout ce qu'on s'imagine. Mais de là à lui donner un mobile de meurtre à Kathleen, c'est un peu grotesque. Cependant, sa déclaration dans Samy Pavel, le film documentaire, c'est une déclaration grotesque, que rien ne les séparera jamais. C'est du grotesque absolu. Par rapport à la vraie histoire, dont nous avons les notes de service et dont nous avons les confidences de Claude. Mais c'était une jeune fille un peu naïve, jeune, qui avait peut-être cru qu'elle avait rencontré le prince charmant, capable de l'aimer, d'avoir des enfants, une famille. Il avait fait croire ça aussi à tant d'autres personnes. Et à chaque fois, c'était désisté parce que sa rupture avec Janet Wilcott l'avait tellement détruit qu'il ne croyait plus ni au mariage ni à la fidélité d'une femme. Il en était devenu lui-même infidèle envers toutes celles qu'il a aimées et connues. Et pourtant, il dira à Sophia qu'il était fidèle et avoir auprès d'elle retrouvé le vrai amour et retrouvé cette patience de la fidélité. Ainsi, nous devons encore rester prudents sur les propres déclarations de Claude, où parfois il s'est contredit, et il semble à certains moments qu'il a dévoilé le vrai personnage, Claude François, quand il a dit à Lafont qu'il vivait seul. Il était célibataire, il n'y avait personne dans sa vie, même pas Kathleen. Quand il a dit à Jacques Harvey vivre seul aussi. Tout ça, on doit en tenir compte. Qu'il a dit à ces gens-là qu'il était seul. On doit tenir compte aussi de sa vraie vie. Parce que sa vraie vie, en privé, c'est pas sa vie du pipeau ou du people. C'est une autre vie. 1978, janvier, Claude entre dans sa salle de bain, il veut faire quelques modifications et il semble que par l'intermédiaire de son maçon, il désire ajouter une petite rallonge, qui, non pas électrique, une rallonge à base de ciment et peut-être aussi de carrelage. Il devait donc trouver des carrelages identiques et il semble qu'il veut avancer un petit peu le carrelage, c'est trop court. Les bouteilles sont entassées, ça lui plaît pas. Parfois elles tombent dans l'eau, il est obligé à chaque fois de les remettre. On savait qu'il s'était plaint de ça. Claude désire faire quelques modifications dans sa salle de bain. Pourquoi pas une modification électrique? Pourquoi pas, hein? Mais dans ce cas-là, s'il avait pris cette décision, elle aurait été après janvier 78. Et donc cette applique serait apparue qu'en février. Et une applique qui bouge 1000 fois toute seule, selon Kathleen, et dans le narratif de Jean-Pierre Bourter, il nous dit la même chose. Il a vu Claude François des milliers de fois redresser cette applique. Kathleen nous donne le même narratif. Elle a vu Claude François des milliers de fois redresser cette applique. Ils sont marrants tous les deux avec leur narratif. Eh bien, s'ils ont vu tous les deux Claude François des milliers de fois redresser cette applique, ils devaient prendre à trois un bain. Parce qu'ils devaient se croiser souvent, Kathleen et Jean-Pierre Bourter. Parce que 1 millier de fois, c'est quand même 3 ans déjà. Et nous savons que Claude François a pris, et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui va le révéler, en 6 mois de temps, entre mars 1978 et l'été, puisque l'été il a fait une tournée dans le Var. Nous savons que la dernière fois qu'il est entré dans cet appartement l'été, c'était avant sa tournée. Valéry Giscard d'Estaing expliquera que Claude a pris 19 bains. Il a pris 19 bains entre le début de l'été et mars 1978. Il a pris seulement 19 bains. Et l'enquête a révélé qu'il ne peut pas en avoir pris plus parce qu'il était très peu dans son appartement, il faisait beaucoup de choses et se déplaçait beaucoup. Comment un homme qui a pris que 19 bains en 6 mois, dans cet appartement, on a 2 témoins qui ont le même narratif, Kathleen et Jean-Pierre Bourter, et tous les 2 témoins, ces 2 témoins, qui ont parlé séparément et à divers journalistes, ont dit le même narratif. J'ai vu Claude des milliers de fois, il redressait cette applique devant moi. Même narratif de Kathleen. J'ai vu Claude redresser, là, là. Je vous fais une voix un peu féminine. Bien qu'elle ait une voix plus belle que ça. Respectons-la tout de même. Elle a aimé Claude, peut-être même au point
de le tuer. Pourquoi pas? L'amour passionnel, criminel, est plus si rare que ça de nos jours, et même à cette époque. Mais n'accusons personne de crime, puisque Valéry Giscard d'Estaing dira « on ne peut pas accuser Kathleen d'être un criminel, il n'y a aucun élément criminel qui la rattache à la mort de Claude François, point à la ligne. On doit maintenant se référer à la décision de l'Élysée, il n'y a pas d'élément criminel, ou peut-être il pourrait y avoir un élément d'un mobile. » Dans le film de Samy Pavel, le seul élément qui ouvre un mobile de meurtre, c'est « nous ne serons jamais séparés, on restera toujours ensemble ». Et elle s'étale un peu d'ailleurs là-dessus. Alors imaginons que cette nuit-là, il est dit à Kathleen « rends-moi les clés » et c'est fini nous deux. Allez, on est séparés. Demain matin, tu fais ta valise et tu t'en vas. Comme on voit dans le film de Samy Pavel, elle a hurlé, pleuré, on ne sera jamais séparés, rien ne nous séparera jamais, alors on a le mobile du crime passionnel. Et peut-être d'ailleurs a-t-elle tué Claude François. Mais peut-être, par respect pour elle, doit-on finalement dire que si une telle chose était arrivée, Claude l'aurait peut-être un peu cherché. On en quitte une, on en quitte une seconde, on en quitte une troisième, et puis un jour on quitte la femme qui vous tue. Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, restons polis envers Kathleen, c'est une très gentille personne qui était un peu naïve, et je ne crois pas que cette naïveté l'aurait amené quand même à éliminer quelqu'un. C'était quand même pas Kathleen, cette nature. Elle n'avait pas ce crime en elle, cette volonté de faire le mal. C'est pas aussi quelqu'un qui aimait faire le mal. Tuer quelqu'un, c'est déjà passer une certaine ligne rouge, vous me comprenez? Et cette ligne rouge, on n'a jamais vu Kathleen la franchir à aucun moment. À aucun moment. Et ça, c'est un bon point pour elle. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la photo de 1978, la salle de bain de Claude François. Pour la première fois, vous allez voir cette photographie et je vais vous la commenter détail par détail. Je vais couper ma caméra et nous ouvrons cette photo. Vous devez voir cette photo parce que ça va vous aider à mieux comprendre la mort de Claude, détail par détail. Donc j'enlève Thérèse, puis je place la salle de bain et je coupe ma caméra. Salle de bain de Claude François, milieu janvier 1978. Nous voyons que Claude fait une photo du bas de sa salle de bain. Cette photo montre qu'il voulait visiblement faire des travaux vers le bas et nous voyons que le rebord de sa salle de bain, c'est vrai, le rebord est un peu petit et qu'il a dû à un moment donné déposer deux objets sur la baignoire elle-même. Il semble qu'en prenant cette photo, il ait voulu, Claude, agrandir cette partie-là pour déposer plein d'objets dessus, des shampoings, des lotions, etc. D'ailleurs, le jour de sa mort, la photo qui a été prise par la police montre que c'est pas du tout cette photo-là. C'est une autre photo avec plein d'objets, des shampoings, des parfums, tout est déposé comme ça en alignement. Et on voit que Claude désirait pas sortir du bain pour ouvrir dans une armoire de pharmacie des tas de choses qu'on peut contenir, des shampoings et d'autres choses. Dans cette photo qu'il prend, regardez bien sur votre gauche, il y a une flèche en noir, c'est la lumière qui se reflète du mur. Cette lumière provient au-dessus du lavabo, puisque Claude avait une lumière au-dessus du lavabo. On peut le voir, regardez bien, il y a une seconde flèche qui indique le dessus du lavabo, et nous voyons qu'au-dessus du lavabo, une lumière est très dense puisqu'elle éclaire le carrelage. Regardez bien, la toute petite flèche montre le miroir du lavabo de Claude François en janvier 1978. Le miroir ne montre aucune applique de salle de bain en face. Regardez bien, il n'y a aucune applique. Et s'il y avait une applique allumée, elle aurait dû être très brillante, tout éclairé. Et nous voyons que le miroir est sombre. Il n'y a rien en face, il y a un mur. On peut distinguer dans le miroir un mur et on distingue, regardez bien, on distingue sur le rebord du miroir, on distingue parfaitement du haut en bas le bois qui sépare
le carrelage de Claude-François de sa chambre. On peut voir le bois. Et on regarde à côté, il n'y a aucune applique de salle de bain. Ni même qui serait éclairée en état de marche ou qui serait réelle. En janvier 1978, ce miroir, qui justement montre bien ce qu'il y a en face du bain de Claude, cette applique n'existe pas. Elle n'est pas photographiée dans le miroir, elle n'est pas allumée, les seules lumières proviennent au-dessus de son lavabo et sont si fortes qu'elles éclairent les deux parties de sa salle de bain, puisque la lumière est très approximative, tellement approximative qu'elle éclaire même les objets en or. Et éclaire très très bien le lavabo. Vous voyez le lavabo, il est très très éclairé, regardez le lavabo, parce que la lumière provient au-dessus du lavabo, ce qui explique que sa partie est très éclairée au-dessus du lavabo et qu'en dessous elle est sombre. Si la lumière provenait d'en face, en dessous la partie serait très éclairée et au-dessus elle serait sombre, il n'y aurait pratiquement aucune lumière, on ne pourrait pas le distinguer. Mais le lavabo montre qu'il y a une lumière au-dessus qui l'éclaire, et cette lumière éclaire intensément le dessus du lavabo, puisqu'il est très très éclairé, et qu'en dessous il reste très sombre. Je reviens sur ma caméra, on a fait le tour de cette photo. Le lavabo nous montre clairement qu'il y avait une lumière au-dessus du lavabo, comme Jacques Harvey l'a dit. Jacques Harvey explique 3 jours avant la mort de Claude-François avoir recueilli et son témoignage, et puis il était là, il connaissait bien cette salle de bain, il allait se rafraîchir, il a même pris des bains, et oui, Jacques Harvey était un des meilleurs amis de Claude-François, il prenait des bains, et oui, même au moulin il était invité, oui, où c'était pas rare qu'il prenait un bain au moulin. Jacques Harvey connaît bien et la salle de bain de Claude-François dans son appartement, et puis aussi le moulin. Il explique dans cet appartement que quand il apprend la mort de son ami Claude-François, il ne comprend pas cette version officielle d'une applique au-dessus de son bain. Il explique qu'il est formel, il n'y avait pas d'applique au-dessus du bain, il y avait 2 appliques au-dessus du lavabo, et on a vu que c'est vrai, hein. Puisque au-dessus du lavabo, une lumière intense éclaire le rebord du dessus du lavabo. Donc la lumière provenait au-dessus du miroir. On peut le prouver avec n'importe quel expert dans n'importe quel tribunal. Cette émission est faite avec des vraies sources d'informations, et là on va très loin. Il n'y a pas de volonté de ma part d'une fabrication, tout est réel. Et on n'en a pas besoin, on a tellement d'éléments dans le dossier d'enquête, tellement d'éléments à travers les témoignages de ses meilleurs amis, qu'on n'a pas besoin de créer une histoire. La vraie histoire, on la connaît, détail par détail. Alors, cette salle de bain, photographiée en janvier, donne quelques frissons dans le dos. Quand on voit que dans ce miroir, c'est vrai qu'on ne voit pas tout le miroir, eh bien, il n'y a pas en face une lumière qui serait allumée. Mieux que ça, dans ce miroir, on voit, c'est un miroir sombre, on voit qu'il n'y a rien en face, il n'y a pas d'applique. Et l'applique était très grosse, que les gens comprennent, c'était une applique assez grosse qui tenait comme une poignée, et on l'aurait vue parce qu'elle était énorme. D'ailleurs, la sœur de Claude-François va révéler que c'était une grosse applique tellement grosse qu'elle était lourde et qu'elle penchait. Évidemment, tout ça n'a jamais existé. Qui mettrait une lourde applique qui pencherait pour une ampoule de 45 watts? Ça n'a aucun sens. Et pourquoi placer au-dessus du bain une lourde applique alors que dans tout l'appartement, toutes ces appliques étaient légères? Était-il devenu fou? Ce qui nous intéresse dans la mort de Claude, c'est cette salle de bain. Dans la prochaine émission, je vous invite à me rejoindre pour découvrir dans la salle de bain le plan intégral du câblage électrique et aussi quelques détails, la gaine, la puissance d'ampérage par rapport à la gaine, par rapport à l'épaisseur des câbles, par rapport au monophasé. D'où venait l'électricité? Venait-elle de sa cuisine ou de sa chambre? Quelqu'un pouvait-il saboter, on va dire saboter, ça sera plus clair, ou créer un câble pour tuer Claude-François? Pouvait-on faire passer un câble de la cuisine
et puis finalement contourner toute sa salle de bain pour placer ce câble devant ses yeux, puisque l'applique était face à lui et que sa poignée de douche était derrière lui. Donc quand il se douchait, c'était comme ça, et l'applique était en face. Si un sabotage a été fait, le sabotage a été fait à partir de la cuisine, du 30 ampères, du four. Parce que dans sa chambre, c'était du 5 ampères. Et donc un saboteur n'aurait pas saboté l'applique avec du 5 ampères. Il aurait eu besoin de la saboter avec du 30 ampères, pour être sûr de le tuer. Comme de la lingerie féminine avait disparu et de la lingerie masculine la sienne, Claude s'inquiétait un peu. Qui avait dévalisé cet appartement, volant des affaires appartenant à ses ex et volant ses propres affaires et des objets personnels? Y a-t-il quelqu'un qui voulait le tuer, au point de déménager ses affaires pour l'avertir? Tous tes objets disparaissent parce que dans quelques jours tu es mort et tu ne seras plus dans cet appartement. On te prévient à l'avance, et plus des objets vont disparaître, plus il y aura d'objets qui vont disparaître, plus tu sais que tu es bientôt plus dans cet appartement. C'est à croire que quelqu'un a voulu lui faire peur et voler tous ces objets pour lui lancer un avertissement: tu es bientôt plus là. Tes objets commencent à déménager, tous tes objets on les déménage, et c'est bientôt toi qu'on déménage des lieux dans un cercueil. Oui, qu'il ait été menacé, que quelqu'un ait voulu saboter cette applique n'est pas impossible, puisque pendant 3 jours, Claude est en Suisse. Et France Dimanche, la journaliste, dira à Valérie Giscard d'Estaing: c'est vrai, pendant ces 3 jours, quelqu'un peut avoir saboté cette applique. Ne ratez pas la prochaine émission où Valérie donnera des détails et sur le câblage et sur les 3 jours d'absence de Claude. Quelqu'un a-t-il voulu tuer Claude François en sabotant cette applique? Il avait la possibilité d'entrer dans cet appartement, de rester 3 jours et de tout préparer minutieusement pour le faire tomber dans un piège. Et pourquoi pas? Mais la réponse du président est froide. On ne voit pas comment, dit-il, un câble aurait contourné toute la salle de bain. Pour cela, on aurait dû tout casser, faire des travaux à ses frais, et ces travaux, quelqu'un les aurait vus. Et surtout, il y a plein d'endroits de la salle de bain où on ne pouvait pas faire ce câblage. C'est pour ça que dans la salle de bain originale de Claude, on a ce qu'on appelle des plans de câblage. L'électricien, vous allez me dire: oulala, 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 tu veux nous dire quelque chose? Eh bien oui, quand vous avez une salle de bain, vous avez des câbles. Ces câbles ou proviennent d'une autre pièce, et c'est une poursuite électrique, ou de votre chambre, ou de votre cuisine, ou du salon. Les câbles viennent de quelque part. Les électriciens, par sécurité, conservent un plan de vos câblages de votre appartement. Et l'électricien dira au président: mais j'ai le plan des câbles et de la chambre et du salon. On a tous les plans. Parce que si on doit intervenir, on possède ces plans. Sinon, comment on ferait? On va tout de même pas demander à Claude François où sont les câbles dans les murs, il ne le sait pas. On doit comprendre que sa chambre était un rajout. On doit comprendre que sa salle de bain, était un rajout de sa chambre. Et qu'en réalité, au tout départ, sa chambre n'était pas si petite. Non, elle n'était pas si petite puisque la salle de bain n'existe pas en réalité, et que cette salle de bain était ajoutée. Et donc la vraie chambre était beaucoup plus grande et avait beaucoup d'espace. Et voulant créer un espace de toilette, de commodité, Claude donc avait fait une salle de bain, lui ou la précédente personne, puisqu'on sait qu'elle s'était suicidée dans la salle de bain, et donc sans doute que c'est elle qui l'a fait. Et donc cette salle de bain, à un moment donné, n'a pas existé. D'ailleurs, le mur de cette salle de bain qui menait à sa chambre est un mur qui était fait avec du plâtre, du carton et un peu de bois. Un faux mur. Vous allez me dire: comment ça, c'est un faux mur? Et oui, si vous avez écouté cette série d'émissions, je n'arrête pas de vous dire depuis le début que cette salle de bain est un ajout. Et pour ajouter cette salle de bain, à un moment donné, quelqu'un a fabriqué un faux mur. Dans ce faux mur, il y a du carton, il y a du bois et du plâtre pour donner l'illusion d'un vrai mur. Ainsi,
dans ce mur, on ne peut pas rentrer n'importe quel câble, parce que les câbles en réalité chauffent. C'est la gaine de protection qui empêche qu'ils chauffent. Si on retire cette gaine et qu'on reste en simple monophasé, et que sur un monophasé, on truque le compteur et qu'on envoie un 30 ampères, on brûle le mur. En 1 heure ou 2, cela brûlerait le mur. Parce que des câbles monophasés n'ont pas de gaine de protection pour stopper la chaleur et l'isoler. Ainsi, que les choses soient claires, et venez pour la prochaine émission, et regardez les précédentes. Ainsi, un câble monophasé possède un millimétrage précis, et autour de ce câble, il y a une gaine qui sécurise de la chaleur et qui empêche les incendies dans votre appartement, dans votre maison, dans votre salle de bain, dans votre salon, dans les toilettes ou partout ailleurs. Ainsi, nous savons exactement par les plans câblés qu'avait l'électricien et par l'enquête de Valéry Giscard d'Estaing que cette salle de bain possédait un faux mur contenant un alliage inflammable, bois et carton. Ce mur avait un câblage en monophasé dans un millimétrage qui répond à une sécurité de 5 ampères. Et l'électricien avait dit, si vous truquez quelque chose et que vous placez un 30 ampères et que vous truquez le compteur différentiel, c'est-à-dire que vous avez triché, que vous l'avez truqué, votre mur ne va pas résister longtemps. Quand on va ouvrir le compteur, les 30 ampères vont brûler la puissance électrique des électrons. Cette chaleur qui est produite par le transfert d'électricité va brûler ce câblage qui ne possède pas de gaine de sécurité pour stopper la chaleur. Ainsi, le câble va surchauffer en câble monophasé et la salle de bain va brûler en 1 heure ou 2. Mais bien sûr, si quelqu'un a voulu tuer Claude François, le câble aurait pu résister quand même au moins 1 heure. Et donc, ce piège pouvait être préparé 1 heure à l'avance. Pendant qu'il était sur sa terrasse, quelqu'un pouvait préparer un piège. Mais dans ce cas-là, la personne aurait été dans l'obligation, à un moment donné, de stopper le compteur par sécurité. Puis de dire à Claude, va dans ta salle de bain, il y a une étrange coupure de courant, ça reviendra plus tard. Et à ce moment-là, descendre au compteur, rouvrir le compteur, puis entrer dans la salle de bain et dire à Claude, regarde, l'appli, elle a dû bouger parce qu'elle est décalée. Donc la personne savait que Claude la remettrait en place et il est tombé dans un piège. Oui, ça peut s'être passé comme ça, mais malgré tout, c'est impossible quand même. Parce que pour que la chose arrive de cette manière, on a alors besoin, malgré tout, d'un ampérage de 30 ampères qui lui ne sera fonctionnel que sur un seul canot. Et ce canot n'alimentait aucune poursuite électrique ni dans sa chambre ni dans sa salle de bain. Ainsi, il est impossible que quelqu'un ait tendu ce genre de piège. Sauf si le piège provenait d'un appartement en dessous l'immeuble. Que des gens aient loué un appartement en dessous l'immeuble et que des travaux avec des perceuses aient été faits et qu'un piège ait été monté à partir d'un appartement en dessous pour le tuer. Donc un crime professionnel. Alors là, si c'est un crime professionnel, c'est presque impossible de le savoir. Tout a été rebouché à partir de l'appartement du dessous. Mais malgré tout, si quelqu'un avait envoyé un 30 ampères à partir d'un appartement en dessous, forcément serait apparu dans le monophasé un endroit qui aurait brûlé. N'oublions pas que les doigts de Claude François ont été carbonisés. On s'étonnera que des doigts qui aient été carbonisés n'aient rien carbonisé d'autre que ses doigts. On s'étonnera que si la puissance électrique était si forte, elle n'ait pas fait exploser, imploser, brûler un monophasé d'un millimétrage sans protection par la gaine. L'épaisseur de la gaine protège, le monophasé protège les deux câbles. Un gros câble rond, voilà, un gros câble rond, dans une matière plastique non inflammable, protège le câble monophasé, on va dire plus et moins, ça sera clair pour vous, pour éviter qu'il se touche, pour éviter une électrocution, pour éviter une surchauffe. C'est pour ça que les câbles sont différents les uns des autres. Mais là, c'est le sujet
de la prochaine émission dans quelques jours et ne brûlons pas les étapes. Nous allons nous quitter avec cette salle de bain où je vous commente à nouveau la photographie et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bisous à mon coco, bisous à l'équipe de YouTube et à tous ceux qui suivent cette émission. Kazusaki Taguchi, Upiko, Junuchi, Cindy Daniel, je vous aime tous. Sophie Marceau, Alessandra Martinez et tous les autres, je vous aime tous. À très bientôt, restez, je vous commente à nouveau cette photo. Nous nous quittons avec cette photo de janvier 1978. Nous voyons qu'il y avait au-dessus du miroir de Claude une intense lumière, une lumière au-dessus de son lavabo qui éclairait fortement le côté de la salle de bain le plus proche et fortement l'endroit, vous voyez, du robinet. Au-dessus du robinet, il y a un endroit très éclairé et le haut du lavabo, regardez bien, le haut du lavabo est très 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 éclairé, ce haut du lavabo, parce que la lumière est juste au-dessus. Nous voyons dans le miroir qu'il n'y a aucune lumière en face et donc on sera étonné qu'il ait utilisé une lumière au-dessus de son lavabo qui n'éclaire pas bien le lavabo alors qu'en face il disposait déjà, selon Vlyn Buggy, d'une lumière. En toute logique, il aurait dû allumer la lumière en face. Mieux, dans le miroir apparaît aucune applique. Mais apparaît, nous le voyons très bien, le côté qui est un rebord en bois, on voit qu'il est quand même photographié ce rebord, et le mur n'a ni applique ni lumière. Certes, le miroir ne montre pas l'ensemble complet, mais malgré tout, comme le miroir est décalé et montre une grande partie de la salle de bain, nous savons que l'endroit qui est montré, on aurait dû voir cette applique. Et si elle avait été éclairée, alors on aurait entièrement vu cette salle de bain qui aurait été éclairée à partir de l'autre côté, et donc sur le lavabo, l'éclairage aurait éclairé le bas du lavabo et le milieu du lavabo, mais pas au-dessus. Pas au-dessus, parce que la lumière provenant d'en face serait parfaitement éclairée ce lavabo, on voit qu'il est sombre. Et évidemment, cette lumière se serait vue dans le miroir d'une façon très violente. Voilà la photo en janvier 1978. On n'est pas convaincu que cette applique existe. Par contre, on est convaincu du témoignage de Jacques Harvey qu'il existait au-dessus de son lavabo de lumière et qu'il pense que si c'est électrocuté, c'est à partir de ces deux lumières. À bientôt sur YouTube.